Ils ont raccroché les crampons loin des projecteurs de Bollaert, du Chaudron ou du Vélodrome. Les anciens joueurs de Ligue 1 poursuivent leur aventure sur ou en dehors des terrains. Autour d'un repas, ils ont décidé de se confier, d'évoquer leur carrière, mais aussi leurs souvenirs. Branchez vos écouteurs, chauffez votre plat, vous êtes prêts à déguster une bouchée de foot. Et une fois n'est pas coutume, c'est au tour d'un café goûter que nous nous retrouvons. Mais attention, pas un café classique. Déjà, le cadre est magnifique puisque nous sommes à Aubagne. Cette magnifique ville nous accueille. Enfin, du moins, un de ses illustres aficionados. Pourtant, il n'a jamais joué à l'Aubagne FC. C'est une légende dans la Sarthe, un monument dans le Nord et un trésor national au Gabon. Daniel Cousin est avec nous. Bonjour Daniel, comment tu vas ? Ça va très bien, merci. À côté de moi, une légende dans l'Essonne, également un monument dans le Nord, et un trésor national en Australie. L'inusable porte-couteau de l'émission, Jérémy Docteur est avec nous. Ça va Jérémy ? Le soleil provençal te va à merveille mon Jérémy. Écoute, il fait beaucoup trop chaud ici, mais bonjour à tous. Donc Daniel, tu as choisi de nous convier autour d'un café. C'est une première pour nous, on a plutôt l'habitude de manger. Pourquoi un café ? T'es pas spécialement porté sur la nourriture ? Déjà, bienvenue dans le sud. Et parce que il est exactement 6h moins 5, donc pour nous ici on mange pas à 18h, donc on est toujours un peu dans l'apéro, café, thé, donc c'est pour ça que j'ai choisi ce moment-là. Ouais, mais pourtant il y a des pains au chocolat autour de la table, mais t'en as pas voulu. Hein, Non, pas pour l'instant, non. Je garde ma ligne. Toi, t'es pas trop goûter, grignotage, mais t'as des enfants, je crois. Oui, j'ai des enfants. Est-ce que le goûter pour eux c'est important ? C'est quand même une institution pour les enfants. C'est très important pour les enfants le goûter, donc voilà. Moi, de temps en temps, je leur pique un peu dans leur assiette, mais j'essaie d'être modéré. Je fais attention quand même à ce que je mange. Malgré que j'ai arrêté de courir, je cours plus autant qu'avant, mais donc je fais attention quand même. On l'a dit, tu es gabonais, mais tu es très vite parti à Marseille et tu es connu en France pour ton passage au Mans. Du tac au tac, si je te demande de choisir entre une bouillabaisse et une petite rillette du Mans, tu nous prends quoi ? Je vais choisir la rillette. Mais la bouillabaisse, j'aime pas trop. Ça part pour une rillette, Jérémy ? Ouais, moi, cornichon ou pas ? Oui, j'aime bien les cornichons aussi, ouais. Pas de problème. Tu as débuté avec un profil très vif, complet, puis tu as eu une aventure en Écosse et en Angleterre où là, de par le championnat, tu étais un peu plus physique dans ton jeu. Est-ce que selon les championnats, il a fallu que tu adaptes ton gabarit ? Et ça se travaille ça au niveau de l'alimentation ? Comment ça se passe ? De toute façon, que ce soit en France ou à l'étranger, il faut avoir une hygiène de vie, hein, de toute façon, pour performer, pour être constant sur le terrain. Mais c'est vrai qu'en Angleterre, le championnat est beaucoup plus physique. Voilà. Il y a beaucoup plus de rythme parce que notamment les meilleurs joueurs pratiquement au monde, ils sont en première ligue. Après ta carrière de joueur, tu es devenu coach aussi. Est-ce que tu surveillais un peu ce que tes joueurs mangeaient ou tu étais plutôt dans le genre je vais faire confiance ? Non, parce que pour moi, notamment durant mon passage au Mans, j'ai vraiment appris ce que c'était l'hygiène de vie. Justement, quand on est jeune, on a beaucoup d'énergie et quand on nous parle de nourriture, de sommeil et tout, des fois on se dit qu'est-ce qu'il raconte lui, est-ce que c'est vrai, c'est pas vrai. Donc au Mans, vraiment, ils étaient très pointilleux là-dessus. Hein. Ils étaient très pointilleux. Vraiment, je suis allé voir une diététicienne et vraiment ça a changé. Mon corps a totalement changé au Mans. Parce que j'ai vraiment appris ce que c'était avoir une vraie hygiène de vie d'un sportif de haut niveau. Et est-ce qu'on vous apprend à gérer à la fois la tentation de quand tu as bien mangé toute la semaine, de temps en temps tu vas faire un petit burger, une petite pizza. Est-ce que ça c'est quelque chose qui... Oui. Ouais, on vous apprend ça comment... Non, ils nous le disent parce qu'il faut aussi se faire plaisir. Ouais. Il faut aussi que le corps ressente du plaisir, de se lâcher. De temps en temps une petite bière ou deux. On appelle ça décompresser. C'est très important pour le moral, pour le mental, quoi. C'est très important d'évacuer ça par justement des moments de détente, que ce soit à la maison ou à l'extérieur. On me dit pour les auditeurs, on est sur une place dans un centre-ville, c'est pour ça, s'il y a un petit peu de bruit, vous inquiétez pas. On va reprendre un peu sur ce que tu deviens. Après avoir arrêté ta carrière, tu es devenu coach. Et pour ton premier poste en tant qu'entraîneur, tu t'es retrouvé sélectionneur du Gabon, ton équipe nationale. Comment tu te retrouves si vite, si haut à prendre en charge une sélection ? En fait, j'étais manager général au départ. C'était suite à des refus de plusieurs sélectionneurs que le Gabon avait sollicité. Donc après, au bout de 3 refus, ils ont dit écoute, on a Daniel. On va demander à Daniel. Peut-être que Daniel il va vouloir.
Moi, c'était pas vraiment mon ambition. Mais comme on était dans l'urgence, j'ai récupéré l'équipe. Ça m'a donné envie d'entraîner. Voilà, c'est comme ça que ça s'est fait tout simplement. L'objectif, c'était de vous qualifier à la CAN 2019. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Est-ce que c'était trop tôt pour toi, tu penses? Non, c'était pas trop tôt parce que déjà l'équipe était en difficulté. Donc on était très en retard au niveau comptable des points. J'ai fait 4 matchs, on a fait 2 victoires, 1 nul, 1 perdu. En fait, où on s'est pas entendu avec les dirigeants, c'était sur le point de vue contractuel. Voilà, c'était pas sportif. Parce que sportif, il fallait repartir à zéro. Parce que c'était un peu le bordel. Il faut le dire, hein, moi j'ai pas peur de le dire. Donc il y avait vraiment beaucoup de choses à refaire, mais il faut du temps. Un projet sportif, que ce soit dans l'équipe nationale ou un club, ça prend du temps. Et donc on ne s'est pas mis d'accord. On ne s'est pas mis d'accord sur ma situation contractuelle. Donc j'ai préféré prendre mes valises et partir, c'est tout. Hein, voilà. J'aurais pu rester, mais les conditions ne me convenaient pas du tout. C'était pas ton ambition première de devenir coach ou sélectionneur? Non, j'ai pris goût en fait, j'ai pris goût parce qu'on m'a mis dans le bain, j'ai pris goût, voilà. Après, je me suis quand même rendu compte que les nouvelles générations avec les seniors, c'est quand même compliqué la mentalité. C'est pas la même chose qu'il y a 20 ans en arrière. C'est totalement différent la gestion. Donc après, je me suis dit pourquoi pas les jeunes. Donc j'ai entraîné des jeunes un peu dans des clubs amateurs et ça m'a plu. Bon, en 2016, j'ai passé mon diplôme en BEF et là, je passe mon spécifique attaquant. Donc pour l'instant, je suis axé sur les jeunes. Après, on verra. Hein. C'est pas, dans le foot, on ne sait jamais. Demain, on peut m'appeler, me dire voilà, il y a un staff de Ligue 1 ou Ligue 2 qui cherche un entraîneur des attaquants. On verra. Après le Gabon, tu t'es retrouvé entraîneur de l'ES Fos-sur-Mer, Ouais. qui évolue en tout cas en Régional 1. C'est facile d'adapter ses exigences au monde amateur quand on a été joueur professionnel? Très difficile, notamment parce que les joueurs travaillent. C'est pas la gestion elle est complètement différente. Je ne suis pas resté longtemps à Fos, je suis resté 1 mois parce que justement cette gestion-là des joueurs qui ne s'entraînent pas mais qui veulent jouer le week-end, pour moi c'est inconcevable. Dans les clubs amateurs ça existe ici, il y a des joueurs qui ne s'entraînent pas régulièrement mais qui veulent le jouer le week-end. Pour moi, que ce soit en amateur ou en professionnel, il faut s'entraîner. Il faut s'entraîner pour postuler le week-end. Mais en fait, c'est des expériences qui me servent en fait, parce que j'étais dans l'optique d'apprendre. Donc je suis allé jeter un peu un coup d'œil dans les clubs amateurs. Je suis toujours dans un club amateur. Je regarde un peu comment ça fonctionne. Il y a eu des bons côtés, il y a eu des mauvais côtés, mais voilà, il y a toujours des leçons à tirer de ça. Donc c'est pas facile justement quand tu as fait 14 ans professionnel de s'adapter à un club amateur. C'est pas donné à tout le monde de passer professionnel, mais toi, tu as réussi. On va revenir un peu sur ta carrière. Donc tu débutes en 1997 à Martigues. C'est un club formateur qui est encore en Ligue 2. Toi qui as grandi à Marseille, pourquoi tu vas pas à l'OM ou au centre de formation? À l'époque, il y a toujours eu quelques contacts, mais après ça s'est pas fait pour X raisons. Voilà, c'est que ça devait pas se faire. C'est comme ça dans le foot. Moi j'ai choisi après à 29 ans de partir à l'étranger, donc voilà, c'est pas un regret, c'est le football. Il y a beaucoup de Marseillais qui n'ont pas joué à Marseille, notamment Zidane. Des gens de la région ici qui n'ont pas joué à Marseille, donc c'est pas un regret, mais j'ai passé des belles années stagiaires. J'étais pas professionnel à Martigues, hein. J'étais stagiaire et j'ai signé mon premier contrat pro au Chamois-Niortais. Et tu penses qu'à Marseille aussi, le fait qu'il y ait peut-être plus de monde, c'est plus dur de passer professionnel, il y a plus de concurrence Non, c'est parce qu'à Marseille, ils n'ont pas une vraie politique de formation. Hein. Ouais. Voilà, ça a toujours existé, même s'ils en ont sorti quelques-uns. Ils n'ont pas le pourcentage de réussite comme Auxerre, comme Nantes ou d'autres clubs qui étaient vraiment des clubs formateurs, ou Le Mans à l'époque. C'était vraiment des vrais clubs formateurs. Donc voilà, pour moi, l'OM, ils n'ont jamais eu ce statut de club formateur. Donc à Martigues, en tant que stagiaire, tu vas quand même marquer 6 buts pour cette première saison. Et là, c'est les portes du grand monde qui s'ouvrent à toi. Tu pars à Niort où tu vas passer professionnel. À l'époque, c'est un réel progrès, c'est un bond, ça y est, tu franchis un cap. C'est un mauvais souvenir, les Chamois-Niortais. Parce que mon premier match, je me suis blessé. Je me suis pété le tendon rotulien. Ça fait mal? Très très mal, ouais. En plein match contre Lille en plus. Lille était Un des deux, ouais. Donc j'ai 4 mois, j'ai rien fait pendant 4 mois. J'ai perdu ma place parce qu'ils ont recruté un attaquant. J'ai ramé, mais je me suis accroché. Et à l'époque, le jeune Daniel Cousin, il a quoi comme rêve? Il a quoi comme ambition Jouer en Ligue 1. Jouer en Ligue 1, Ah, pas oui. de... C'est ouvert, quoi. Peu importe Ah non, le moi, club, c'est- peu importe le niveau. Moi c'était la Ligue 1 depuis mon enfance. C'était joué à l'époque ça s'appelait D1. Ouais.
jouer en D1, en Ligue 1. Mine de rien, tu restes 2 ans à Niort, même si tu racontes que c'est un peu nuancé. Qu'est-ce que tu retiens de ces 3 premières années de foot dans ta vie? Les 2 premières années, ce que je retiens, c'est sur l'hygiène de vie. Ma blessure, j'aurais pu l'éviter, parce que justement, je me suis mal soigné. Je pense que mon hygiène de vie était moyenne. C'était vraiment ces 2 années à Niort, c'était vraiment de l'apprentissage. J'ai pas beaucoup joué, mais de l'apprentissage sur la vie d'un sportif. Et après, au Mans, bien sûr, je suis reparti à zéro. On va y venir finalement. En 2000, tu pars au Mans sous les ordres de... Marc Westerlop, directeur du centre de formation et aussi directeur du centre de formation du PSG. Donc voilà, c'est lui vraiment qui a vraiment fait le Mans, qui a installé une politique de formation, fait confiance aux jeunes au Mans. C'est ça qui te séduit dans le projet Manceau, le fait que ce soit un entraîneur formateur? Voilà, donc Westerlop m'appelle au bout de 2 ans et en fait il me dit clairement, je pense que tu aurais dû déjà venir chez nous 2 ans avant, parce qu'ici je pense que tu vas te plaire. La façon dont l'équipe joue et la gestion du club, on est beaucoup axé sur les jeunes. Et c'est vrai, quand je suis arrivé, notamment, il y avait Drogba, il y avait Didier qui était là, il y avait un paquet, il y avait Yohan Pelé. Donc il me dit, tu vas voir avec eux, tu vas t'éclater, et c'est exactement ce qui s'est passé. Le Mans grandit d'année en année quand tu y es. Tu découvres la Ligue 1 à 27 ans. Ouais. C'est assez tard. 27 ans j'avais déjà? Ouais, t'avais déjà. Ouais, je suis désolé. 25. Mais... Ah non, pas du tout. Mais tu vois, c'est plus tard que d'autres. Est-ce que toi, c'était l'aboutissement de goût? C'est ton rêve qui Moi, se réalise? à l'époque, tu t'en souviens pas d'ailleurs. Je m'en foutais de l'âge en fait. Donc tu avais réussi l'objectif, quoi. Voilà, moi je m'étais fixé un objectif. Dans ma tête, c'est pouvoir fouler la pelouse d'un stade de Ligue 1. Et pour moi, c'était énorme. Oui, c'était un rêve de gosse. J'avais enfin réalisé mon rêve de gosse. À cette époque, au Mans, il y a une belle équipe avec Johan Hocker, Fabrice Pancrate et j'en passe, mais ça ne suffit pas pour vous maintenir. Par contre, toi, tu plantes 11 buts, belle saison. Tu retiens quoi, la descente ou le fait que tu t'affirmes au niveau? J'étais vraiment déçu parce qu'on est descendu à 1 point, je pense. Toulouse qui se maintient, c'est 1 point. Je me rappelle, on avait 39. Je crois que Toulouse se maintient à 40 points, si ma mémoire est bonne. Et oui, j'étais déçu parce que en fait, c'est un club qui avait fait beaucoup d'efforts. Disons, c'était une belle expérience, mais j'aurais aimé qu'on se maintienne cette année. Après, ils sont remontés l'année d'après. Oui, ils sont pas restés très longtemps. Voilà, ils ont fait tac-tac, ils sont remontés avec James Fanchon qui avait mis pas mal de buts aussi. Cette belle saison, toi, elle te permet de partir à Lens, mais il y avait des touches avec un certain Olympique qui est pas très loin d'ici, qui voulait essayer de te rapatrier. Il y a Didier Drogba qui a essayé de faire intermède. Ouais, Didier, on était en contact, on parlait à l'époque parce qu'il travaillait avec Pape Diouf. Pape Diouf avait... une belle emprise sur l'OM. Pape Diouf était agent, mais il était bien... président, il faisait tout au club. Donc oui, des petites discussions, mais rien de concret. Voilà. Et moi, j'avais mes agents, donc Lens, ça me plaisait aussi, donc, parce que Lens, Gervais Martel, il s'était déplacé quand même. Donc on s'était donné un rendez-vous sur Paris, donc c'était un geste de confiance. Mais tu grandis en étant supporter de Marseille, toi? Ah, je le suis toujours. Ouais, donc oui. c'est quelque chose qui aurait pu quand même t'intéresser. Oui, mais après, quand on est footballeur, on regarde plutôt le projet. Les opportunités. Ouais. Voilà, les opportunités, le projet sportif et sa progression. Une carrière de footballeur, ça passe vite. Il faut faire les bons choix et surtout prendre du plaisir. Voilà, et moi je voulais rester dans ça. Et le fait que Gervais Martel se déplace, ça t'a marqué? Ça a montré que c'était quelqu'un de passionné déjà, qui aimait son club et tout de suite je l'ai compris. Gervais Martel, c'était un peu le Bernard Tapie du Nord, quoi. Ça m'a marqué, ça m'a montré toute sa confiance et voilà, ça a été important dans mon choix. Sous les couleurs sang et or, tu vas inscrire 9 et 13 buts lors de tes 2 premières saisons. Pour toi, c'est le moment où tu es dans la forme de ta vie? Oui et non. C'est-à-dire que oui, j'ai mis des buts, mais je pense que j'aurais pu en mettre plus. Voilà. À Lens, moi j'ai même pas peur de le dire, parce qu'il faut parler clairement dans le foot. On aime bien. Il y avait un problème de complémentarité sur le terrain, quoi. On s'entendait pas forcément tous bien. Et c'est pour ça qu'il y a eu un super recrutement avec Jérôme Leroy, Eric Carrière, John Utaka, Alou Diarra. Mais il nous manquait ce qu'ils ont actuellement. Une cohésion, tu veux dire? Voilà, ouais. Nous on l'avait pas. Ouais. On l'avait pas. Mais pourquoi? Je sais pas. C'est peut-être les égos. Vous entendiez pas ou... Non, on s'entendait bien, mais sans plus. En dehors ou sur le terrain, tu veux dire? Les deux. Ah ouais. C'était pas vraiment une grosse équipe de copains. Là, quand je les vois jouer à la télé, c'est une équipe de copains là. Ouais.
Là, tu as l'impression qu'ils mangent tous ensemble, ils dorment tous ensemble. Et il nous manquait ce petit truc-là, qu'on n'a jamais réussi à avoir ni avec Joël Muller, ni avec Francis Gillot. Ça reste qu'on avait quand même une bonne équipe. Hein. Attention, on avait une équipe, voilà, on a fait un beau parcours en Europa League. Ouais. On avait terminé 4e du championnat, je pense. Franchement, l'équipe, nous, on la regarde sur le papier, tu te dis, c'est solide, c'est la meilleure équipe avec qui tu as joué, toi si tu Ah oui, c'est sûr, il y avait des joueurs. C'est costaud. Hein. Il y avait des joueurs extraordinaires. Ouais. Hilton et tout, c'était magnifique. Alou Diarra, il y avait Assou Ekoto, Eric Carrière, Seydou Keita, donc c'était costaud. Hein. Ah, ça, oui, c'est sûr. Il y aura une dernière saison plus compliquée à Lens. Ouais. Les supporters vont te prendre à partie. Qu'est-ce qui s'est passé, Daniel ? Ce qui s'est passé, c'est que je devais partir en fait. Je devais signer à Monaco en fait. Après, ça s'est pas fait. Donc on s'est un peu pris en grippe avec les dirigeants. Parce que en fait, Olivier Thomer, il est parti à Rennes. Et en fait, le bon de sortie, c'était moi. C'était pas Olivier. Beaucoup de gens ne le savent pas. À partir de là, après, avec Gillot, ça passait plus. Parce qu'il avait son système de jeu où il préférait jouer avec un seul attaquant. Il avait choisi Aruna. Donc moi, je sortais d'une belle saison. Et donc après, avec Francis, et parfois on se disait même pas bonjour. Il a changé. Moi, je n'étais pas d'accord sur ses choix. J'avais parlé publiquement que je voulais partir. J'avais parlé dans France Football, je pense, dans les journaux. Après, quand tu joues à Lens, il faut qu'on parle que de Lens. Si on se dit qu'on veut aller jouer dans un autre club, c'est mal vu. Les choses se sont aggravées et moi, je suis quelqu'un qui ne me laisse pas faire. C'est vrai, parfois, j'aurais peut-être dû la fermer, comme on dit. J'aurais peut-être dû me taire, mais ce qui est fait est fait, et voilà, c'est tout. Mais comment tu l'as vu cette période où déjà tu joues plus trop et en plus les supporters tombent dans le viseur? On pense qu'à une chose, c'est que la saison se termine et qu'on change de club, c'est tout. Il y avait Nice et Monaco qui voulaient me récupérer, donc je suis allé voir le coach, je lui ai dit et il m'a dit c'est pas possible parce que moi derrière Aruna j'ai personne. J'ai personne derrière Aruna, donc pour l'instant tu restes là. Et malheureusement, c'est des choses qui n'auraient pas dû arriver. Les supporters n'étaient pas forcément au courant de tout. Ça s'est mal terminé. Le rebond il se fera finalement pas en France mais à Glasgow. Outre-Manche, en Écosse, au Glasgow Rangers. Pourquoi ce championnat, sur le papier, c'est pas le plus sexy ? Non, parce que j'avais envie de... C'est quand même un club qui joue avec des champions. C'était attirant. Voilà, il y avait Darcheville à l'époque qui était là-bas. Et donc Jean-Claude il m'a appelé, il m'a dit écoute, viens, tu fais une année, après tu peux finir ici même. Hein. Voilà, c'est un championnat qui est tranquille, tu vas jouer la Ligue des Champions, peut-être l'Europa League. J'étais sollicité en France et j'avais envie de découvrir aussi un pays étranger. Et ce passage à Glasgow va te permettre de ridiculiser quand même le grand Olympique lyonnais en 2007. Victoire 3-0 à Gerland s'il vous plaît. Et tu marques en plus. C'est ta seule victoire face à ce Lyon qui était hégémonique à l'époque. Il a fallu que tu quittes la France pour pouvoir les battre ? Voilà, parce qu'ils étaient intouchables à l'époque en plus. Ils avaient une grosse équipe. Bon, à l'aller, au retour, ils nous ont battus après à la maison. Ils vous ont mis le même tarif. Voilà, ça, ils nous ont rendu la pièce. À 32 ans après, tu vas fouler les pelouses de Première Ligue à Hull City. Entre nous, c'est plus le championnat que tu rejoins que le club, non ? Ouais, sportivement, c'était pas ça. Ouais. Mais t'es en Première Ligue. Ouais, je voulais tester la Première Ligue. Je me suis dit, je fais peut-être encore un an ou deux, après je file au Qatar. Comme tout le monde faisait à l'époque. C'était très difficile parce que ça jouait pas beaucoup au ballon. Et contre les équipes, on courait beaucoup. Et voilà, j'ai passé 2 ans, j'ai marqué quelques buts. Il y avait Bernard Mendy qui était là en plus. Je pense qu'on a fait un bon tour sur tes plus belles années. Ouais. Je vais maintenant te laisser entre les mains pleines de beurre mais expertes de Jérémy Docteur. Elles sont propres, hein. Ah, tu t'es lavé les mains. C'est l'heure des pieds dans le plat. Moi, je voulais avoir ton avis sur des points un peu plus précis de ta carrière et des questions, j'espère qu'ils vont t'embêter, mais non, je pense pas, parce que tu as l'air bon. Il n'y a rien qui m'embête. Tu as connu le mini retour de Giroud comme coach à Lens, quelque temps. Il aurait pas dû revenir, non ? Mais pourquoi pas ? En fait, tous les joueurs sont partis. Et notamment, moi, il voulait que je reste. Ouais. Parce que tu pars, c'est à ce moment-là que tu pars. Je pars, mais il a eu du mal à me laisser partir. Parce que j'ai fait la préparation avec eux, on est parti en Suisse. Mais pendant tout le stage, si vous avez l'occasion de parler avec lui, il va vous le dire. Il voulait absolument que je reste.
parce que déjà quand j'étais au Mans, il était à Auxerre, il voulait me récupérer. Il voulait déjà me récupérer quand il était à Auxerre. Et ça s'est pas fait, donc il voulait absolument que je reste. Mais il avait ramené Calou, Bonaventure Calou, il avait ramené un peu tous ces joueurs qu'il avait déjà eus. Mais moi, par rapport aux dirigeants, le mal il était déjà fait. Je lui ai expliqué que voilà, il y a eu une cassure et que je ne pouvais plus rester ici, que j'avais des clubs étrangers qui m'appelaient. Et j'arrivais à un certain âge. Et vraiment, je suis parti vraiment fin août à Glasgow. Je suis parti fin août parce que Giroud voulait vraiment que je fasse partie de son projet de jeu. Il voulait que je joue avec Calou devant. Il avait fait venir un autre attaquant aussi qui était à Auxerre. À Calais aussi, il avait fait. Ouais. À Calais aussi. Ok, ouais. Kanga, Calais. Ouais. Donc il avait fait venir et du coup ils sont descendus. Mais il y a un truc qu'il aurait pu te dire pour te retenir. Ou un truc ou une Je sais promesse pas, mais honnêtement, je vais vous dire la vérité, je sentais la patate. Ah. Oui, ça se sentait. Ça se sentait parce que déjà, Gilo il est parti. Pourtant la saison n'était pas trop mal, mais il est parti. Derrière il y a Sédou qui part, il y a Charlie Tange. Il y a moi. Malgré tout, il y avait quand même une ossature, il y avait un truc. Quoi. Et il y a Assou Koto qui est parti. Et en fait, on sentait déjà, moi je l'ai senti en préparation. Je l'ai senti en préparation que c'était en train de se reconstruire une équipe. Parce que je me rappelle très bien, Charles il était à Liverpool, il était deuxième gardien à Liverpool. Quand ils sont descendus, il m'a appelé, Charles, tout de suite. Il m'a dit Daniel, tu as vu ce qu'ils ont fait en fin de saison, ils l'ont payé. Avec toi, à l'époque, au Mans, il y a un autre jeune joueur, un certain Didier Drogba. Ouais. C'est quoi Didier Drogba à ces périodes? C'est avant qu'il explose complètement? Non, Didier, il était bon. Après, je pense qu'il avait un gros potentiel, mais au Mans, justement, je pense que lui, par contre, il avait besoin d'aller voir ailleurs. C'est vrai, je pense qu'au Mans, l'année où il part, on est monté en Ligue 1, quoi. C'est incroyable. Et en plus, c'était moi qui devais signer à Guingamp. Des anecdotes comme ça, c'est incroyable. C'est moi qui devais signer à Guingamp, mais moi j'avais 2 ans de contrat. Le Didier, il lui restait 6 mois. Donc, Moins cher. Guy Lacombe, ils ont préféré racheter Didier. Après, on voyait que c'est quelqu'un qui avait un potentiel, parce que des fois, à l'entraînement, il mettait des buts incroyables. Et après, arrivé le week-end, il avait du mal à confirmer sa bonne semaine d'entraînement. Mais déjà dans sa mentalité, parce que je me rappelle une fois, on était au Mans sur le banc, on était tous les deux sur le banc, je crois. Bon, lui il était remplaçant, mais moi j'ai joué titulaire et après je suis sorti, mais il n'est pas rentré lui. Et en fait, on était sur le banc, on parlait comme ça, et il me parlait de Ligue 1. Et ça, je me rappellerai toujours. Il me disait, ouais, je vais jouer en Ligue 1, putain, en Ligue 1, ça joue bien, c'est pas comme ça, tu vois. Et c'était incroyable. Je me disais, mais dans ma tête, mais il est sur un banc de Ligue 2, et il me parle de Ligue 1. Mais c'est le mec qui se projetait déjà. C'est quelqu'un qui a énormément une confiance en lui hors norme. Et même quand on partait faire des footings, parfois il se confiait au préparateur physique, il lui disait. Le préparateur physique, des fois, il nous piquait. Ah, vous êtes en Ligue 2, vous pensez que vous avez... Et Didier, il répondait, moi en Ligue 1, j'irai. Ouais, j'irai en Ligue 1. Et c'est des mots là, comme ça, des petites histoires comme ça, qui me sont restées gravées. On va avancer un peu dans les années. Premier match à Hull City, tu marques à l'Emirates, vous gagnez. T'as mis 4 buts en première ligue, 2 fois contre Arsenal, un but contre Manchester United, un but contre Manchester City. C'est quoi, tu voulais jouer que les gros matchs? Voilà, c'est ça, ouais. D'un temps, ouais, après je jouais pas régulièrement, mais le peu que j'ai joué, c'est sûr qu'on est surmotivé quand on joue contre Arsenal, qui avait que des Français. En fait, moi, mon optique, c'était de finir le mieux mes dernières saisons. Voilà, je ne me voyais pas aller finir, je me voyais pas aller jusqu'à 37, 36, 37. Parce que t'as 32 là. Ouais, pour moi c'était maximum 35. Ok. Voilà. 35 et voilà, je voulais prendre du plaisir. Ça m'a beaucoup plu de jouer à Hull City, malgré qu'on avait une équipe faible. Mais j'ai croisé, je suis allé dans des super stades. J'ai vu une ambiance hors norme, des supporters magnifiques. Et ça m'a donné un peu de regret de me dire que à 26-27 ans, j'avais l'opportunité de venir, peut-être un peu plus jeune et peut-être plus ambitieux. J'aurais peut-être dû y aller. T'aurais pu, donc 5 ans avant, aller en première ligue? J'aurais pu aller à Fulham, à West Ham. Ok, des beaux stades. Ouais, quand je sortais du Mans, j'ai été sollicité par des clubs comme ça. Et pourquoi? Parce que je connaissais pas, j'avais envie de rester en France. Je me suis dit, je reste en France, j'irai après 30 ans, on verra. Ouais. Je pense qu'honnêtement, Le Mans, ça a été un bon choix. Lens, ça a été un bon choix. Glasgow aussi, mais pas Hull City. Non. Et je pense que à cette période-là de ma carrière,
J'aurais pu choisir mieux et finir mieux. Mais au niveau de l'équipe, du championnat, du style? Ouais, c'était un tout parce que c'était une équipe un peu bricolée. Hein. Ouais, il y avait un ou deux anciens de première ligue, mais tout de suite, les premiers matchs, j'ai su qu'on allait souffrir. On allait souffrir parce que on jouait à l'énergie. On jouait qu'à l'énergie. Tu parles d'énergie, on remonte le temps parce que aucune chronologie chez moi. Ton dernier match de championnat avec les Rangers, c'est marrant. Je marque. Ouais, victoire 4-2 dans le derby contre le Celtic au Celtic Park. Tu fais un but complètement fou. Sur 30 mètres, tu te souviens, tu lui mets 10 mètres au défenseur. Après, t'es expulsé aussi quelques minutes plus tard. Ah ouais, c'est vrai. Bah ouais. Je me rappelais plus. En fait, c'est quoi le projet? C'est que tu te fais remarquer que dans les gros matchs ou... Voilà, c'est ça. Ça m'est arrivé. Un derby de Glasgow, on appelle ça le Hangferm. J'espère que j'ai bien prononcé. Avec en plus une victoire à l'extérieur. C'est quelle ambiance C'est une ambiance de folie. En fait, même la veille de la semaine avant le match, les supporters ils sont fous. Ben, moi, je me faisais souvent cracher sur ma voiture. Ils s'en prenaient à mes essuie-glaces. Ils m'ont pas crevé les pneus. Hein, donc, j'avais droit à des insultes. Donc, si j'allais faire un peu de shopping, on m'insultait gratuitement. C'est la routine des supporters, mais voilà, c'était une bonne ambiance. Et gagner à Celtic Park, c'est sûr que... il n'y a pas longtemps, je suis parti on m'a invité à un match de gala à Glasgow. J'ai fait un match de légende. Donc les gens, ils n'ont jamais oublié cette victoire, ce but, parce que tu peux marquer contre n'importe qui, mais le Celtic, il ne faut jamais rater son match contre le Celtic. Alors, on va parler un peu du Gabon, parce que c'est quand même important dans ta vie. Ouais. Tu as joué 3 fois la CAN, mais ta relation avec la sélection est un petit peu complexe, on va dire. Beaucoup de rebondissements. Il y a plusieurs fois où tu as joué, après tu as pu jouer pendant quelques années. Tu peux nous parler un peu de ta relation avec la sélection gabonaise, nous faire un petit résumé de... J'ai fait 6 ans, non, sans aller en sélection? Ouais. Beaucoup d'années. T'as beaucoup d'années où tu... Et t'as fait ça plusieurs fois. Ouais, parce que c'est le même problème que rencontrent toutes les sélections africaines, c'est le professionnalisme, l'organisation. Et à un moment donné, quand je suis arrivé au Mans, j'ai privilégié ma carrière. Parce que les premières sélections que j'ai vécues au Gabon, c'était de l'amateurisme. Moi, j'appelle ça de l'amateurisme de haut niveau. Donc, j'étais très déçu de l'amateurisme. Je ne m'attendais pas à ce qu'une sélection nationale soit, disons, mal gérée. Donc, c'est toujours les mêmes problèmes qui ressortent. Donc, voilà, j'ai fait pratiquement 6 ans, j'y allais plus. Et c'était justifié. Parce que c'était ma carrière qui passait en premier. Merci beaucoup Jérém et merci à toi Daniel pour ce bon café, l'un des meilleurs de toute ma vie. Ça change du jus de chaussette que me sert Jérém. Hein. Avant de te laisser, il y a un dernier rituel dans l'émission, c'est la recette préférée des footeux, la recette magique. Champion mon frère! Et pour être l'arbitre de cette recette, il me fait son entrée, la même taille qu'Éric Carrière et pratiquement le même pied. Julien et Lyon arrivent. Installe-toi mon Julien et vas-y, présente-nous un petit peu ce jeu. Pas le même poids qu'Éric Carrière. Peut-être pas le même poids. Je te dis la vérité. Moi Daniel, je vais m'arrêter sur l'incroyable Coupe Intertoto que tu as joué en 2005. Pour les plus jeunes, c'est une compétition organisée l'été par l'UEFA qui permettait jusqu'en 2007 de se qualifier pour la Coupe de l'UEFA, l'ancêtre de l'Europa League. On pose les bases, les clubs français ont gagné 12 fois la compétition, un record, 3 à la remporter, c'est te dire le niveau du truc. Hein. Mais dans cette compétition, après avoir sorti les Polonais du Lech Poznan, les Croates du Vartex Varazdin et les Allemands de Wolfsburg, vous affrontez le club roumain de Cluj. En finale, à l'aller, vous allez chercher le match nul en Roumanie, un partout. Tu t'en souviens, je suppose? Oui, bien sûr. Oui, car dans cette compétition, il y a un match retour en finale. On va savoir pourquoi, ça n'existe plus. Le plus dur est fait désormais, il faut impérativement conserver ce bon résultat pour jouer l'Europe. Et comme à Lens, la pression, ça se boit. Vous n'allez pas vous effondrer, bien au contraire. Devant 38 000 spectateurs, vous ouvrez le score sur un coup franc. Ça vous libère. La seconde période est un festival d'occasion. Vous doublez la mise sur un nouveau coup de pied arrêté. Et comme on dit, le meilleur pour la fin, quelques minutes plus tard, on te tacle dans la surface, penalty. Tu décides de te faire justice toi-même, même si c'est pas conseillé, on le rappelle au buteur. Bravo à toi, tu marques 3-0, c'est plié, c'est la foulée en tribune, c'est la fête à Bollaert, et vous obtenez un ticket pour la prochaine coupe de l'UEFA. Le contexte est posé Daniel, maintenant je te présente le jeu. L'objectif, c'est que tu me retrouves les 11 joueurs qui étaient sur le terrain ce jour-là dans ton équipe. Une erreur. Ah non, mais je peux pas me rappeler de tout le monde. Ah oh, c'est le jeu. Au moins. Attends, il y a des petites règles. Vas-y Julien. Une erreur, ça compte pour du beurre. 2 erreurs, tu payes l'addition. T'es au café, ça va aller, ok? Et s'il n'y a pas d'erreur, on t'applaudit. On te salue, Daniel. Les 11 joueurs, Les 11 joueurs, Daniel. Et si tu donnes des remplaçants, Ça compte. T'auras le droit à des indices si tu galères, t'inquiète pas.
Quand tu veux. Il y avait Charlie Tange, C'est bon. Alou Diarra, Alou Diarra, c'est bon. Johan Demont, C'est bon. 3 sur 3. Hilton Koulibaly. 4 sur 4, 5 sur 5. euh, Vittorino Hilton, hein, évidemment. Ouais, il y avait Lachor. Ouais. Julien, est-ce que tu peux nous faire un point sur tous les joueurs qui ont été trouvés? Bien sûr, nous avons Charlie Tange. Nous avons Vittorino Hilton. Nous avons, si je ne me trompe pas, Koulibaly, Johan Demont, Alou Diarra. On peut continuer, vas-y Daniel. Il y avait Aruna aussi, Dendan. Aruna Dindan, effectivement. Il y avait. Comment il s'appelait déjà ce jeune là? Bon, il y avait moi déjà. Et ouais. Tu t'es pas oublié, bien joué. Effectivement, Daniel Cousin. Il y avait Eric Carrière. Eric Carrière, il va rentrer en jeu. Il y avait Saïd Kitter. Non, Une erreur. une erreur. Il y avait Assoui Koto. Ouais. Ah, sous les coteaux, c'est bon. T'es bon, hein. Il te manque un joueur qui met 2 passes D sur 2 coups de pied arrêtés, qui a joué à Bordeaux après. Ah, Joussier. Ouais, bien joué. Joussier. Il n'y avait pas Nicolas Gillet. Nicolas Gillet, il va rentrer, c'est bon. J'ai encore combien d'erreurs? Là, t'as le droit qu'à une erreur là. Et comment il s'appelait déjà lui Il te manque un mec qui a joué au Barça, Daniel. Sedou Keita. Mais oui, monsieur. On répète, Charlie Tange, Assoui Koto, Lachor, Demont, Hilton, Koulibaly, Keita, Diarra, Jussier, Cousin. On montre Zidane, pas l'affiche, sinon je il vais avait regarder. gagné. Mais il avait gagné depuis. Il 10 avait minutes. gagné. T'en avais T'avais 11. gagné. T'en as oublié, Julien. J'en ai où? Non, je lui ai fait un cadeau sur un truc, ça m'a foutu dans la merde. C'est Olivier Thomer qu'on cherchait qui était rentré. Mais en Bon, fait, t'avais les Daniel, 11. Daniel, t'avais les 11, mais à culpa, avec quelques indices. Mais j'ai des questions pour toi Ok. sur ce match. Est-ce que déjà, question toute bête, mais est-ce que t'as transpiré au moment de tirer le péno? Pas du tout. Pas du tout, parce qu'on déjà on était en confiance, on savait qu'on était supérieur à eux et j'ai pas tremblé du tout. Tu remportes le titre une saison après le LOSC, qui est quand même un peu l'ennemi dans le Nord. Est-ce que tu voulais prouver quelque chose au rival historique ou vous en avez rien à Pas foutre? du tout. Ouais. Il y a une grosse rivalité entre les supporters, mais les joueurs, non. Les Du joueurs, respect. on veut faire la meilleure saison possible. Est-ce que tu sais que tu es encore le meilleur buteur du Racing Club de Lens en Coupe d'Europe? Ah ouais? Et ouais. 12 Bravo, buts. Bravo Daniel, 12 Ah, buts. je savais pas. Record, tu vas pouvoir te pointer à Bollard et faire la fête là. Ah ok, ça T'es va. une légende de Bollard. Ah ouais? On finit là-dessus. En Europa League, UEFA? Coupe européenne, toutes les coupes confondues. Coupe d'Europe. Je savais pas. Eh ben écoute, bravo Daniel. Et Merci. merci beaucoup. J'espère que Merci. t'as passé un bon moment. J'ai passé un super moment, ça me fait plaisir de me rappeler des souvenirs de ma carrière. Une dernière question? Oui, est-ce qu'il y a un joueur que tu as connu, un ami ou pas, que t'aimerais voir avec nous autour d'une bouchée de foot? Bah Didier Drogba. Didier Drogba, eh ben Il faut écoute, absolument que vous arriviez à le joindre parce qu'il est très difficile, c'est un homme d'affaires maintenant. Un businessman. Donc si vous le voyez, vous lui dites qu'il vienne s'asseoir un peu à table, manger des rillettes un peu. merci Voilà. beaucoup Daniel encore. Et merci à vous d'avoir écouté ce nouvel épisode. On se retrouve très bientôt pour une bouchée de foot. C'était une bouchée de foot, un épisode réalisé par Thomas Vinclair, produit par Julien Elion, Jérémy Docteur et Mathis Lescan.